Le choc ou la chute, donc Thibaut de Montbrial, et c'est aux éditions de l'Observatoire, ça sort aujourd'hui. Bon, ce qui est intéressant dans le livre, c'est que c'est extrêmement documenté et c'est vraiment chiffré. Pour le coup, c'est une base de réflexion qui est certifiée. Alors, par exemple, vous dites une étude menée par Xavier Crétirez et Romancès pour l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, fondée sur l'analyse de 350 individus condamnés pour terrorisme islamiste, permet de dégager des constantes: jeunes, masculins, urbains, souvent demandeurs d'asile, immigrés ou descendants d'immigrés, pratiquant l'islam, au moins ponctuellement, avec un passé de délinquance. Et surtout, peu ou pas de troubles psychiatriques. L'étude est formelle. Seuls 8% des acteurs se sont vus diagnostiquer des troubles psychiatriques. 16% présentent des fragilités psychologiques moyennes ou fortes. Et donc, vous avez voulu étayer véritablement par des chiffres pour ne pas être contesté dans ces analyses. Ce qui m'a beaucoup frappé ces dernières années, c'est que plus la France s'enfonce sur le plan sécuritaire au sens large, c'est-à-dire convergence des insuffisances en matière sécuritaire, judiciaire et migratoire, plus il y a une espèce de mur de résistance, une espèce de dernier bastion du déni qui est souvent à Paris et constitué des élites, entre guillemets, ou plutôt de la superstructure, comme aurait dit Marx. Et j'ai voulu faire converger deux réalités. La première, c'est celle des statistiques. Et la deuxième, c'est celle de mes retours de terrain depuis 18 mois. J'ai fait 31 réunions publiques comme président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. À chaque fois que je me déplace comme avocat, je vais voir le procureur, les policiers ou les gendarmes locaux, les préfets, etc. Et comme réserviste opérationnel de la gendarmerie, quand je suis sur le terrain pendant une journée, j'en profite pour poser des questions à tout le monde. Et tout converge. Ce que me racontent les gens et ce que disent les statistiques officielles. Et donc, du coup, j'ai voulu mettre ça en perspective parce que la situation, elle est étymologiquement catastrophique, c'est-à-dire qu'on est au bord d'une rupture sécuritaire que, et c'est nouveau, les plus hautes instances régaliennes de l'État, policiers, gendarmes, militaires, reconnaissent en privé, ce qui n'était pas le cas il y a encore 1 an et demi. Et pourtant, tout va très bien, Madame la Marquise, quand vous interrogez la plupart des politiques, y compris certaines personnes de droite, la plupart des médias, etc., non, on relativise, on exagère, on est extrême droitisé, etc. Et donc, ce fossé entre cette réalité chiffrée, cette réalité vécue, d'une part, et ce que disent des gens qui ont la parole dominante, parce que c'est pas ce que disent les Français, c'est ce que disent les gens qui ont la parole dominante, et ça m'a paru mériter de... Mais vous avez eu un échange, par exemple, un jour, un dialogue avec Éric Dupond-Moretti? Alors, il a été assez bref. Parce que vous êtes tous les deux avocats? Oui, on est tous les deux avocats, mais on a, si vous voulez, ce que je trouve très étrange, c'est que Éric Dupond-Moretti, il a 40 ans d'expérience professionnelle, ensuite il a fait 5 ans garde des Sceaux, et à la fois comme avocat pénaliste et comme garde des Sceaux, il a été confronté à cette réalité, peut-être encore plus comme garde des Sceaux, parce que là, il avait une vision à 360 avec les chiffres, etc. Et de l'entendre continuer de parler de sentiment d'insécurité, de l'entendre récemment dans la promotion de son livre, dans laquelle il explique qu'il y aurait un décalage entre la réalité et ce que disent les chiffres, en tordant le cou aux chiffres, hein, d'ailleurs, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais c'est de la faute de CNews. Il dit des choses qui étymologiquement ne sont pas vraies telles qu'il les présente. Eh bien, mais bien sûr, c'est de la faute de CNews. Donc ce livre va permettre à tous ceux qui veulent, une fois pour toutes, pouvoir sortir les arguments massus sur la situation, de les sortir. Et puis attention, parce qu'à la fin, il y a toute une partie, il ne faut pas juste faire le constat que tout va mal, il faut porter une espérance. Alors, avant de parler de l'espérance, pourquoi dites-vous que l'affaire Naël est un révélateur? L'affaire Naël est un révélateur à plusieurs égards. D'abord, elle est un révélateur de ce que, en cas d'événements graves, au sens d'une répercussion politique d'un fait divers sur le terrain, le politique va lâcher les policiers, toujours. Le tir du policier, moi je l'affirme, je suis l'avocat du 2e policier, ils étaient 2, pas celui qui a tiré mais celui qui était avec lui, j'affirme ici que le tir du policier est un tir qui correspond critère par critère au texte qui était applicable. C'est Florian M, je crois. Pardon? C'est Florian M. À qui on pense d'ailleurs, parce qu'il a été mis en prison. Il a été mis en détention. Mis en détention provisoire, sans doute pour calmer d'une certaine manière l'opinion publique, ou une partie de l'opinion publique. Bon. Et on rappelle aussi que c'est un drame absolu, qu'un enfant est mort, qu'un jeune enfant est mort, et que ce drame-là, effectivement, il ne faut pas l'occulter. Ensuite, deuxième révélateur,
c'est que ça nous montre à quel point notre pays est fragilisé. Pourquoi ? En quelques heures, on a eu des émeutes qui sont sans précédent. On a tenté de les relativiser en faisant le parallèle avec 2005. Je fais un parallèle chiffré dans le livre qui démontre que, et dans l'étendue géographique, et dans l'intensité des violences, et dans l'organisation des émeutiers, 3 critères, eh bien, les violences de 2023 sont beaucoup plus inquiétantes. Et je dis que ce qui a fait la limite entre des émeutes très graves qui ont coûté des centaines de millions d'euros, beaucoup de blessés chez les forces de l'ordre, etc., et le drame absolu, c'est que les voyous, les grands voyous, la criminalité organisée, a refusé de donner aux émeutiers les armes de guerre qu'il y a dans les cités. Sinon, on aurait eu des centaines de morts. Les émeutiers seraient rentrés dans les pavillons, ils auraient pillé, violé et tué, etc. Et on aurait perdu le contrôle partiel pendant un moment de certains pans du territoire. Alors vous donnez des chiffres, 808 policiers et gendarmes ont été blessés en 5 jours, soit 4 fois plus que lors des 3 dernières semaines de 2005. En 2005, on avait dénombré environ 10 000 véhicules brûlés, 300 bâtiments détruits ou dégradés, 6 000 interpellations en 3 semaines. En 2023, le bilan est de 12 000 véhicules incendiés. Plus de 2500 bâtiments détruits ou dégradés, plus de 3500 interpellations, le tout en 5 jours. Ces statistiques disent combien les émeutes de 2023 ont globalement dépassé en ampleur celles de 2005. Et c'est ça qui est très fort dans votre livre, c'est que tout est étayé, c'est difficilement contestable. D'ailleurs, ces gens-là, les émeutiers, ils ont été condamnés ? Alors oui, ça c'est le point qui a plutôt pas trop mal marché. C'est que ceux qui ont été interpellés, c'est-à-dire évidemment, il faut une infime minorité des activistes réels, mais ont été pour le coup condamnés à des peines qui étaient, disons, supérieures à ce qu'on voit d'habitude. Mais ce qu'il faut retenir de 2023, c'est que c'est la première fois que les émeutiers vont en centre-ville. Avant, ce n'était pas le cas, ils restaient dans leur quartier. Et c'est ce que vous m'avez dit, et je vous ai souvent cité, vous m'avez dit, les choses changeront lorsqu'ils seront en bas de leur immeuble haussmannien et qu'ils rentreront dans leur maison. Voilà. Et à ce moment-là, l'élite, qui est à l'abri pour le moment de ça, comprendra ce qui se passe. Et je vous ai cité mais 25 fois. Et on s'en approche chaque jour un peu plus, parce que je cite aussi dans le détail ce qui s'est passé le 31 mai dernier, bien après sûr. La belle victoire du Paris Saint-Germain. Qui a été sous-estimé. Ah, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans Paris avec des gens qui sont rentrés dans les appartements, c'était silence radio. Et notamment aussi sur le périphérique, où il y a eu des horreurs commises dans les voitures qui étaient coincées, avec une horde qui a déferlé entre les voitures, en fait, c'est la horde. Qui a cassé les vitres, qui est rentrée... c'est pour ça que ce livre, d'ailleurs, je le rappelle, il sort aujourd'hui, France, le choc ou la chute. C'est formidable, d'ailleurs, ce livre. Je ne sais pas si vous allez être invité partout, parce qu'on va vous taxer, bien sûr. Je ne suis pas sûr que vous soyez à France Inter demain matin. Benjamin Duhamel pourrait vous inviter d'ailleurs. Je le lui ai envoyé. Je le salue Benjamin parce qu'il a été très bon face à Jean-Luc Mélenchon. Donc je me dis qu'il pourrait vous inviter. Et ce qui est intéressant, c'est que Benjamin Duhamel m'a invité régulièrement quand il était sur BFM. On va voir s'il m'invite sur France Inter. Alors ça c'est intéressant, bon, ça. Très intéressant. Et on, voilà. Et on le salue vraiment. Benjamin la même personne selon les médias, on va voir. Voilà. Ça c'est intéressant. Bon. Moi je pense que oui. Je pense que oui et j'en fais le pari devant vous. Oui, je pense aussi parce que c'est un journaliste. Vous avez vraiment envie d'être invité. Non, mais oui, mais je vais vous dire. Non, mais ça, ça va être intéressant de voir si vous êtes à vous toutes ces émissions-là. C'est ça qui est intéressant. Mais pourquoi est-ce que j'ai envie d'être invité ? Parce que je pense qu'il faut parler à tout le monde. Ce livre est un livre qui n'est pas un livre excité. C'est un livre objectif, avec, donc on en a parlé tout à l'heure, étayé, et qui porte un certain nombre de solutions pour préserver l'ordre républicain. Non, mais la dernière chose avant de parler, vous ne serez pas invité. La dernière chose avant de parler des solutions, c'est la jeunesse, parce que ça c'est un chapitre important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ils ont 11 ans, 12 ans, ils ont 11 ans, 12 ans, 13 ans. Alors en particulier dans la grande criminalité organisée, on se rend compte que les jeunes qui vont tuer, c'est-à-dire qui sont les tueurs, les tueurs à gages, sont souvent des mineurs très jeunes, des mineurs qui ont parfois moins de 16 ans, notamment parce que ça emporte des conséquences judiciaires qui font qu'ils sont protégés. Mais il y a un autre phénomène, je consacre plusieurs pages aux attaques à domicile, au homejacking, aux attaques contre les patrons de crypto-monnaies, etc., qui sont des choses terrifiantes, je raconte des anecdotes terribles, et ce sont des équipes qui aujourd'hui sont constituées par des commanditaires qui parfois sont hors de France, soit à Dubaï, soit au Maghreb, et qui via Snapchat, dans une sorte d'agence d'intérim de criminalité, recrutent des jeunes qui ne se connaissent pas
et qui se retrouvent pour des coups, au coup par coup. Mais là, il y a le homejacking, c'est même pas, ils sont même pas parfois condamnés. Les condamnations sont très légères. Enfin, ça dépend de ce qui se passe. Mais pardonnez-moi, un homejacking, tu rentres chez quelqu'un, il devrait avoir des peines planchées. Avant même de toucher la personne, tu rentres chez quelqu'un, etc. C'est déjà 10 ans. Et si après tu commences à le torturer, etc., bah, c'est perpète ou c'est 20 ans. Parce qu'autrement, t'en sors pas. Mais non seulement je suis d'accord avec vous, mais je préconise aussi par ailleurs. Mais peine planchée, t'as pas rentré. Vous allez jamais rentrer chez quelqu'un, vous ferez jamais un homejacking de votre vie. Non. Vous me regardez vous comme ça. Vous avez raison, Pascal, vous avez raison. Mais vous me regardez comme si ce que je disais. Qui fait un homejacking? Vous avez raison. Et pourquoi vous dites ça comme ça? Parce que... C'est ironique. Oui, non, pas du tout. Là, vous fichez. Non, je suis pour... J'écoute les arguments massus et je me dis, il faut vraiment avoir une vraie massue, pas simplement mais alors justement, moi je propose la vraie massue. Je pense qu'il faut sur des homejacking. Moi je propose également dans le livre d'étendre le champ de la légitime défense, notamment lorsqu'on est agressé chez soi. Aujourd'hui, il y a une présomption qui permet, si on est agressé de nuit dans un lieu habité, d'utiliser la force, et il y a une présomption de légitime défense, c'est-à-dire que c'est à l'accusation de démontrer qu'on ne l'était pas. Mais en pratique, les juges, la jurisprudence, a vidé cette présomption de sens. Donc moi je dis, il faut faire comme dans les pays anglo-saxons, comme dans des pays comme l'Italie ou la Suède, c'est-à-dire que si vous êtes chez vous, si vous êtes dans votre havre de paix et que vous êtes agressé de jour comme de nuit, vous avez le droit d'utiliser la force avant de savoir si les voyous étaient juste venus prendre la télé ou si en plus ils allaient vous torturer ou violer votre femme. C'est du bon sens. Mais du bon sens. Bon, alors, vous connaissez Éric Nolot, il pense que c'est foutu. Il a créé le parti du foutuisme. Est-ce que vous pensez que vous, c'est foutu complètement, ce qui est parfois un peu notre tendance? Et la journée d'hier ne nous rassure pas beaucoup. Est-ce que vous pensez que c'est foutu ou est-ce que vous pensez qu'un choc d'autorité est possible, qu'il y a encore, on peut agir sur le réel? Je pense que c'est pas foutu pour plusieurs raisons. D'abord, à chaque fois que je me balade en France, je vous parlais tout à l'heure de mes réunions publiques. Moi, en réunion publique, en 18 mois, j'ai vu plus de 5000 personnes, dont beaucoup d'élus locaux. Tout le monde me dit, ce ne sont pas les politiques actuelles qui nous ont rendus malades qui vont nous guérir, mais il faut que ça change, il faut qu'il y ait un renouveau, etc., etc. Et les gens me disent aussi, c'est pour ça c'est le choc d'autorité que je porte par ailleurs depuis plusieurs années. Tout le monde me dit, on soutiendra un vrai choc d'autorité. Donc, c'est pas foutu. D'abord, parce qu'il y a une volonté populaire. C'est pas un gros mot, c'est le peuple. Article 3 de la Constitution, c'est le peuple qui exerce la souveraineté. Il y a une volonté populaire que les choses soient reprises en main vigoureusement. Un président qui ferait campagne sur quelques points très simples, en disant simplement retour de l'ordre, mais pas, c'est pas la parole, c'est pas blabla, c'est retour de l'ordre, avec un certain nombre de mesures extrêmement fermes. Par exemple. Je vais y venir. Aurait une popularité énorme, bien au-delà des partis. Tous les sondages montrent que même plus de 50% des gens de gauche sont favorables par exemple, c'est quoi par exemple, à un retour de l'ordre. Parce que moi, je suis partisan, tu touches à un policier, déjà tu touches, simplement tu lui touches le képi, déjà tu vas en tôle. Comme ça. Gérald Darmanin a prévu des mesures. Oui, mais non, mais il faut les défendre. Ça fait 10 ans que je les porte, donc je ne peux pas plus les défendre que moi. Pour développer la mesure dont vous venez de parler, c'est tu touches à une personne dépositaire de l'autorité publique, quelle qu'elle soit, mais également aux profs, aux enseignants, aux services de secours, aux élus, déjà, c'est 1 an de prison minimum. Et on commence à discuter. L'autre jour, on avait relâché, alors il a été mis en prison, mais ces jeunes gens qui avaient tapé sur un flic du côté de Roubaix, oui, je crois. Roubaix et Reims. Voilà. Alors ils ont été remis après. Voilà, ils ont été. Voilà. Mais enfin, c'est invraisemblable quand même. Là aussi, c'est une question de bon sens. S'il y a 1 an d'emprisonnement, il y aura un aménagement de peine. Donc... Non, mais après, là aussi. Donc vous pensez 1 an d'emprisonnement, c'est. Et vous avez un engagement politique, Thibault de Montbrial? J'ai un engagement politique au sens de l'engagement. Oui, mais est-ce que par exemple, vous pouvez être demain ministre de la Justice si, par exemple, demain, les LR passent, si le Rassemblement National passe, est-ce qu'il y a des connexions entre vous et... Je parle à tous les gens qui font de la politique sur l'arc gauche républicaine jusqu'au RN. Tout le monde. Mais, pas tout le monde. Oui, pas LFI. Oui, pas LFI. Pas LFI, et pas la gauche, pas les Verts, pas Olivier Faure. Mais par exemple, c'est quelque chose qui vous intéresse. J'ai envie de dire, ça serait le prolongement. Vous seriez ministre de la Justice demain, vous pensez que vous pourriez agir sur le réel? Alors si c'était demain pour de vrai, c'est certain que non. Il n'y a pas de possibilité d'agir sur le réel en ce moment. Et avec les magistrats, par exemple, qui n'ont pas forcément la même culture. Par exemple, Badinter, l'autre jour, a été entré au Panthéon et on l'a critiqué ici. On n'a pas critiqué la peine de mort, bien sûr, mais on a critiqué sa politique
qui est jugé à 40 ans, avec 40 ans de distance laxiste, est-ce que c'est un jugement que vous partagez ? Oui, bien sûr. Robert Badinter, tout le monde se souvient de l'abolition de la peine de mort, mais personne ne se souvenait, mais vous en avez beaucoup parlé, Oui. De toutes les mesures qu'il a accompagnées entre 1981 et 1986, de relâcher les gens d'action directe avec... Bon, ils n'étaient pas les terroristes d'action directe à ce moment-là non plus. C'est vrai, non, mais j'allais le dire. Non, mais vous avez raison de le préciser. Non, mais je suis pour l'honnêteté intellectuelle. Ménigon, Rouillant... Mais la fin de la loi sécurité-liberté, etc., Oui. ce sont des... Et les lois anticasseurs. Oui, c'est ça. La loi anticasseur, par exemple, vous êtes partisan de la remettre demain ? Bien sûr. Oui. Bien sûr. C'est une question de bon sens. Mais pourquoi la droite a été au pouvoir depuis 86 ? Pourquoi la droite n'est-elle pas de droite sur ces questions-là ? Ah, là, moi, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Moi, je suis consterné par la plupart des moments où la droite a gouverné. Et là encore, hier, ça ne nous rassure pas. Non, mais hier, c'est au-delà des mots. Pourquoi vous dites ça ? Que hier, c'est au-delà des mots ? Oui. Pour deux raisons. D'abord, pour ce qui concerne le camp présidentiel, c'est-à-dire que la seule vraie réforme qui a été faite au cours du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, c'était la réforme des retraites. Donc de voir que les gens préfèrent se saborder littéralement, c'est-à-dire faire péter le baril, les munitions sur lesquelles ils sont assis, plutôt que de retourner au peuple, parce qu'en fait c'est ça, il y a la peur du peuple, c'est consternant. Et pour la droite, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous regardez ce matin les boucles LR, vous avez tous les gens qui ne sont pas députés, qui sont pour la censure, et les quelques dizaines de députés qui ne veulent pas censurer, sans autre raison objective que leur place. La guerre civile, vous en parlez aussi. Alors j'en parle parce qu'un chercheur anglais a fait un article extrêmement intéressant sur le sujet dans une revue au-dessus de tout soupçon outre-Manche. Ce que je dis brièvement là-dessus, c'est que en France, je ne vois pas aujourd'hui de camp qui pourrait conduire à un affrontement de longue durée. Mais ce qui est certain, c'est que les fractures sont telles, les haines sont telles, la faiblesse de l'État qui emporte la possibilité pour les islamistes, la criminalité organisée, de fomenter des contre-cultures. On est dans une telle violence que la moindre étincelle peut faire partir un cycle de chaos dont je pense qu'il résulterait à une perte de contrôle pendant plusieurs semaines, à des centaines de morts et sans doute à des changements politiques et législatifs durables à l'issue. À part ça, c'est pas foutu. Effectivement, c'est un tableau assez sombre. Oui, mais il faut avoir cette lucidité. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est quel est le point d'ébullition ? Parce que vous citez des statistiques effarantes, et il n'y a pas le point d'ébullition où il s'est passé des choses très graves en France, et il n'y a pas ce mouvement. Il est dans l'opinion publique, mais ça ne se traduit pas dans les faits ou plus haut par des lois vraiment sévères. Donc on n'est pas arrivé encore au bout de la chose. Non, je vais vous répondre très franchement. Je pense qu'aujourd'hui, finalement, l'équilibre, la paix civile de notre pays est entre les mains de la grande criminalité organisée. Pourquoi ? Parce qu'elle est très majoritairement constituée d'individus qui sont de culture arabo-musulmane. Et ces individus, pour l'instant, considèrent que leur intérêt, c'est plus la paix civile pour le business que d'enflammer le pays. Mais le jour où il y aura un événement... On dit que c'est eux qui ont arrêté les émeutes, d'ailleurs, après Naël. Je dis que c'est la combinaison de deux choses. D'abord, une bonne réaction du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à l'époque, qui a mis toutes les forces sur le terrain, et il faut le dire, et je le dis dans le livre. Et c'est la combinaison des deux, le fait que les criminels ont refusé de donner les kalachnikovs qu'il y a sur le terrain aux jeunes. Mais le jour... ce que vous dites. Je réponds juste à Olivier Nolot pour très finir. vite. C'est Éric Nolot. Pardon, Éric Nolot pour finir. C'est que le jour où, et je pense que l'exploitation de Gaza et de la Palestine par Rima Hassan, par l'ultra-gauche et par les islamistes peut nous y amener, le jour où il y a un événement qui, par l'émotion qu'il génère, va transcender cette rationalité business des criminels et où leur identité arabo-musulmane primera sur leur qualité de délinquant, à ce moment-là, ça s'enflammera. Et les solutions ? Les solutions, c'est un tableau noir, mais il faudrait quand même mais c'est toute la dernière partie du livre. Mais les solutions, c'est d'abord et avant tout, je n'en donne qu'une, parce qu'elle est morale et elle est préalable à toutes ces dérivés législatifs, c'est que l'État ose se réapproprier ce qui est à la base du pacte social, c'est la force légitime. Aujourd'hui, les forces de l'ordre sont toujours en deçà de ce qu'elles pourraient faire à chaque fois. C'est-à-dire que les policiers et les gendarmes soient soutenus par les préfets, les procureurs et toute la chaîne politique, pour que quand ils utilisent la force, ils soient soutenus. Un mot pour finir, un policier et un citoyen qui meurent, c'est un drame. Un délinquant qui meurt, c'est le résultat d'un choix de vie. On peut dire que c'est un drame aussi, la mort. Non.
Parce que c'est un délinquant qui a choisi. Non, mais il faut arrêter. Il a raison. Non, mais je défends pas les délinquants. Non, mais il y a des délinquants. Vous pouvez pas dire. On ne peut plus être dans le relativisme absolu. Voilà. Ce que vous venez de faire. Je ne suis pas dans le relativisme. Je vous dis, on ne peut pas dire la mort est le résultat d'un choix. Vous ne choisissez pas de mourir. Le délinquant, je l'affirme. Tu prends ton risque, ça. C'est une prise de risque, mais ce n'est pas un choix de mourir. Mais enfin, le délinquant qui vient chez vous. Si demain, si quelqu'un braque une bijouterie et que dans ce braquage, des policiers interviennent et qu'il est tué, il a pris son risque. Il a pris un risque, mais votre relativisme. Je suis comme le cornu qui a pris son risque. Il a pris son risque. Et en fait, il faut ce langage-là, qui est un langage de bon sens. Il a pris son risque. Non, parce que vous dites prise de risque et non, mais le délinquant, choix de mort. Non, il a fait un choix. Et avec le risque de mort. Le délinquant qui rentre chez vous pour vous violer, si votre mari le tue, eh bien ce délinquant, je n'ai aucune sympathie pour lui. Mais moi non plus. Ah bah voilà. Je ne parle pas de sympathie. C'est pas un choix de mourir. Si, je vous dis non. Il a pris le choix d'entrer dans une maison à 4 heures du matin et il a pris le risque de mourir. Alors on peut jouer sur les mots. Il a pris le risque de mourir parce qu'il a fait le choix de rentrer à 4 heures du matin. Oui, c'est une prise de risque, mais c'est pas un choix de mourir. Aucun de nous ne va mourir en braquant une bijouterie. Voilà, il y a des gens qui prennent ce risque. En fait, moi, Thibaut de Montbrial, un très bon ministre de l'Intérieur. Moi, j'aime ce discours-là. C'est pas un discours de droite ou de gauche. C'est du bon sens. C'est un discours de bon sens. Je suis désolé de vous le dire. Moi, je serai jamais à 4 heures du matin. Je braquerai personne dans une maison. Bon.